La princesse et le dragon. C'est l'histoire d'une princesse. Mais ne vous y trompez pas, elle n'attend pas un prince charmant pour la sauver. Elle est différente. Elle a un esprit de guerrier. Il y a longtemps, la reine et le roi désiraient un enfant. Ils ont donc visité la forêt enchantée à la recherche de la licorne qui exauçait les souhaits. Oh, grande licorne, nous sommes venus chercher vos bénédictions. S'il vous plaît, bénissez-nous avec un bébé. Soyez bénis avec la naissance d'une petite fille qui illuminera votre monde de joie. La licorne leur accorda leur souhait. Et très vite, le royaume eut sa princesse. La reine et le roi étaient ravis. Ah, mon bébé, je vais t'appeler Violette. Mouah. Princesse Violette! Princesse Violette! Princesse Violette! On enseigna à la princesse toutes les compétences des guerriers comme à un prince. Faire de l'équitation, du combat à l'épée, comment se défendre et plus encore, elle faisait régulièrement de l'exercice et avait une alimentation saine. La famille du roi vécut en paix et en harmonie jusqu'au jour où un messager secret du roi annonça que leur royaume voisin avait violé le traité de paix et qu'il était sur le point d'attaquer leur royaume. Tout le royaume était inquiet, car il n'avait pas assez de soldats pour se battre. Le roi ne semblait pas en grande forme. La princesse Violette entendit la reine parler au roi. « Nous devons chercher de l'aide auprès du roi Tom. Son armée peut nous aider et nous pouvons gagner la guerre, tu sais. » Je ne vois aucun espoir. L'armée de l'ennemi est trop forte. Même l'armée du roi Tom ne peut pas nous aider. Mais nous devons au moins essayer. Vous avez raison, ma reine. Je partirai demain matin. Mais, père, vous ne semblez pas en bonne santé. Je vais aller chercher l'armée moi-même. Faites-moi confiance. J'ai confiance en ma fille. Laissez-la partir. J'ai confiance en ma fille. En mon absence, l'armée doit être prête à toute attaque. Chef, je vous laisse prendre soin du roi et de la reine, s'il vous plaît. Merci à vous. Entendu, princesse. Alors, la princesse prit son épée et son bouclier, s'assit sur son cheval et partit pour le voyage. En chemin, elle s'arrêta dans un village. Là, un villageois lui dit une chose très étrange. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté de la montagne. Un dragon de feu vit sur la montagne dans une grotte. Elle va vous engloutir lorsque vous essaierez de passer sa grotte. Et aucun homme ou soldat courageux n'est revenu de là. Je ne crains rien dans ce monde. Je vais traverser la montagne, peu importe ce que cela demande. Le dragon vivait là depuis des milliers d'années, mais personne ne l'avait jamais vu. Son souffle chaud avait brûlé la terre près de sa caverne et rien n'y poussait. La courageuse princesse décida de s'occuper du dragon sans armes. Honorable dragon, regardez, je vous ai apporté des fleurs. Voulez-vous me laisser rester dans votre caverne ce soir et partir pour mon voyage demain? Car je dois sauver mon royaume, sinon ce pays sera entre les mains d'un roi cruel, vous comprenez? Le dragon baissa la tête et renifla le bouquet. Il était tellement ému par le cadeau qu'il sourit à la princesse. Je suis Fiona. Vous êtes très féroce, tout comme moi. Vous êtes la première personne à avoir eu la gentillesse de me donner un cadeau. Soyez mon invité. La nuit, elle raconta son histoire au dragon. Le lendemain matin,
La princesse quitta la grotte et promit de revenir dans 2 jours. Honorable roi Tom, notre royaume est en danger. Nous avons besoin de votre armée. Voulez-vous nous aider? Petite idiote, mon armée va aussi attaquer votre royaume. Bientôt, vous regarderez votre royaume brûler. Le roi la captura et l'enferma dans une tour. Je n'aurais pas dû vous faire confiance. Laissez-moi sortir. Le jour de ma sortie, vous le regretterez. Le roi n'avait pas idée de ce qu'il allait bientôt voir. Fiona, ici! Yeah! Pouvoir aux filles! Fiona grogna de colère contre le roi et souffla des flammes dans les airs. Le roi et son armée s'agenouillèrent tous devant elle. La princesse enferma son oncle et commanda l'armée de rejoindre le château. Allons-y, Fiona! Chère princesse, nous n'avons jamais rencontré une princesse aussi courageuse que vous. Nous allons combattre vos ennemis avec vous. La princesse Violette revint dans son château avec l'armée et se lança dans la bataille. Elle sauva le royaume, le roi, la reine et le chef de l'armée. Le roi dit à la princesse que leurs hommes étaient tous partis en fuite, mais que seul le chef de l'armée était resté en arrière pour se battre et qu'il se fit capturer. Eh bien, Peter, as-tu pensé à ce que tu voudrais en récompense? Ce n'est pas moi, mais la princesse qui a sauvé tout ce royaume, et nous avec. Je suis impressionné par elle et j'admire son courage et sa bravoure. J'aimerais bien épouser la princesse, si elle est d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, ma fille? Père, j'aimerais beaucoup, parce qu'il a tenu parole sans craindre pour sa vie. C'est très courageux, vous savez. Vous obtenez la main de la princesse et la moitié du royaume, parce que vous avez été si courageux. Peter et Violette se marièrent et ils vécurent heureux pour toujours. Ils gouvernèrent ensemble le royaume. Et attendez, qu'en est-il du dragon? Eh bien, Fiona est retournée dans sa grotte, qui était son habitat naturel, et n'a jamais nui à personne. Elle a fait pousser des fleurs autour de sa grotte et a vécu heureuse avec ses bébés dragons. Hansel et Gretel. Il était une fois, tout près d'une forêt profonde, un bûcheron très pauvre qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Ils étaient si pauvres que le père ne pouvait même plus ramener leur pain quotidien. Un jour, leur mère mourut de la maladie dont elle souffrait. À la mort de la maman, le père prit à sa charge toutes les corvées de la maison. Il s'occupait seul de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait plus gagner sa vie. Oh, mon enfant, je t'ai dit plusieurs fois que tu devrais te remarier pour tes enfants. Seule une femme peut prendre soin des enfants correctement. Et tu pourrais aller travailler au bois à nouveau. Sinon, vous allez bientôt tous mourir de faim. Je pense qu'elle a raison. Je devrais me remarier maintenant. Il finit par se remarier. Après le mariage, lui et ses enfants furent de nouveau heureux. Je n'ai plus de raison de m'inquiéter pour les enfants. Je crois que je peux retourner travailler. Il reprit donc le travail.
Les enfants, venez, le repas est prêt. Hansel et Gretel se précipitèrent à table et commencèrent à manger. Je peux en avoir un peu plus, belle maman, s'il te plaît? Non, je ne t'en donnerai pas plus, petite gourmande. Décidément, tu ne penses vraiment qu'à manger tout le temps. Au lieu de donner plus de nourriture aux enfants, elle avala un bol plein de porridge. Prends ça, Gretel. Mais Hansel, qu'est-ce que tu vas manger, toi? Je n'en veux pas, tu sais. Je n'ai pas très faim aujourd'hui, Gretel. Prends ça. Hansel donna toute sa nourriture à Gretel. Merci, mon frère. Hansel était très triste du comportement méchant de sa belle-mère. Sa mère lui manquait beaucoup. Il regardait souvent vers le ciel, cherchant sa maman parmi les étoiles. Tu me manques, maman. J'aimerais que tu puisses revenir et nous aimer de nouveau. Hansel. Leur père allait toujours au bois. Il travaillait très dur, mais n'arrivait pas à vendre son bois, car les marchands de bois ne venaient plus au village depuis plusieurs semaines à cause des fortes pluies. Un jour, la belle-mère et le père se disputèrent. J'en ai assez, tes enfants veulent manger tout le temps. Tu sais que tu n'as pas gagné un sou depuis des semaines. Comment je vais faire pour acheter de la nourriture et qu'est-ce que je vais pouvoir leur cuisiner? Ta fille est trop gourmande. Si je la nourris pas assez, elle finira par me manger. Mais que puis-je y faire, ma chérie? Je suis incapable de vendre du bois les jours de pluie. Pourquoi tu vas pas vendre ton bois en ville? Oui, ça me semble être une bonne idée. Je vais suivre ton conseil et ramener de la ville plein de bonnes choses pour toi et les enfants. Le lendemain matin, le père partit à la ville pour vendre son bois. Sitôt le père parti, la belle-mère imagina un mauvais plan pour se débarrasser des enfants pour toujours. Si ce plan marche, j'aurai plus à partager ma nourriture avec ces enfants trop gourmands, ni à faire autant de corvées. Et comme ça, je vivrai heureuse avec mon mari et j'aurai un enfant à moi. Oh Hansel, oh Gretel. Je vais à la forêt pour chercher des baies et des champignons. Venez donc m'aider. Hansel était l'enfant le plus vif et le plus intelligent des deux. Il se douta de quelque chose à cause du ton inhabituellement doux de sa belle-mère. Non, belle maman, je n'irai pas. Je vais te trouver des baies à manger. Allez, tu dois avoir faim, Hansel. Et toi, mon bébé Gretel, tu dois mourir de faim. Ne veux-tu donc pas manger des baies toutes fraîches? Allons-y, Hansel, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux voir la forêt et goûter aux baies fraîches, moi. Ok, Gretel, allons-y. Allez prendre vos paniers, les enfants. Dépêchez-vous, petits monstres. Hansel avait appris de sa mère comment marquer son chemin dans la forêt de façon à ne pas se perdre sur le chemin du retour à la maison. Hansel ramassa quelques cailloux qu'il cacha dans son panier, car les cailloux brillaient dans la nuit. Ils partirent tous ensemble pour les bois. Tout en marchant, Hansel déposa des cailloux le long du sentier dans la forêt. Ils arrivèrent bientôt au cœur des bois. Hansel, je suis fatiguée. Combien de temps on va encore marcher? Je veux me reposer un peu. Ok, Gretel. Maman, on peut s'arrêter un petit moment? On est tous les deux fatigués. Voilà enfin ma chance, ils sont là. Ok les enfants, vous vous reposez un peu sous cet arbre. Et moi je vais chercher des baies tout près. Mais maman, comment allons-nous vous retrouver? Oh, ne t'en fais pas Hansel, je reviens vite. Occupe-toi de Gretel, je reviens. La belle-mère s'en alla, laissant seuls les deux enfants. Gretel s'endormit. La belle-mère dévoila enfin ses véritables intentions. Elle s'en alla vers la maison et décida de laisser les enfants dans la forêt. Pendant ce temps, Gretel se réveilla et se mit à chercher sa belle-mère. Hansel, où est maman? Je veux rentrer à la maison, j'ai faim. Oh maman, où es-tu, belle maman? Ne t'inquiète pas, Gretel, nous allons attendre ici, elle va bientôt revenir.
Un petit singe descendit d'un arbre avec des fruits dans la main. Le petit singe leur donna les fruits. Oh, comme c'est gentil de ta part, petit singe. Ils mangèrent les fruits tous ensemble. Arrivée à mi-chemin, la belle-mère vit une rangée de petits cailloux. Oh, Hansel, ce petit malin a laissé des petits cailloux. Comme c'est intelligent, je vais les enlever. Elle déplaça les petits cailloux dans une autre direction pour envoyer les enfants ailleurs. Vous allez apprendre votre leçon une fois pour toutes, petit malin. Les enfants attendirent encore et encore, mais la belle-mère ne revint pas. Le soleil s'était couché et le ciel était tout noir. Où est maman, Hansel? Comment est-ce qu'on va rentrer? On est perdu dans la forêt, regarde! Hansel était lui aussi terrifié, mais il se rappela qu'il avait semé des petits cailloux sur le chemin. Les cailloux! Ils se levèrent et se mirent à chercher les cailloux. Ils cherchèrent partout, mais ne purent les retrouver. À un moment donné, le singe descendit de son arbre et vint attraper la main de Hansel pour lui montrer les cailloux. Les petits cailloux brillaient à la lumière de la lune. Ne pleure plus, Gretel. Fais-moi confiance. Je vais te ramener à la maison, même si belle-maman ne revient pas. Viens, allons-y. Ils marchèrent longtemps et se perdirent à nouveau. Les cailloux avaient disparu. Il n'y avait plus de petits cailloux, juste une forêt dense et sombre devant eux. Où sont passés mes cailloux? J'ai très peur, Hansel. N'aie pas peur, je suis là pour m'occuper de toi. Ils marchèrent encore et encore. Ils étaient très fatigués et avaient maintenant très faim. Le soleil finit par se lever. Ils aperçurent un oiseau blanc qui chantait dans un arbre. Ils s'arrêtèrent pour écouter l'oiseau. Après un certain temps, l'oiseau s'envola. Hansel et Gretel le suivirent. L'oiseau se posa sur le toit d'une maison en chocolat. Regarde là-bas, Hansel. Une maison en chocolat. Waouh, regarde ça. C'est fait en cookies. La porte est faite en gelée. Le toit est fait en gâteau. Et les fenêtres sont en sucre transparent. Viens, allons manger. Ils enlevèrent un énorme morceau du mur et se mirent à le manger. Hansel et Gretel grignotaient comme des petites souris affamées. C'est délicieux. J'ai trop faim, Hansel. Je vais manger la maison toute entière. Tandis qu'ils mangeaient, ils entendirent la porte s'ouvrir. Une vieille dame qui semblait malade se montra. Les enfants laissèrent tomber ce qu'ils tenaient dans leurs mains. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Pourquoi mangez-vous ma maison? Désolée, on a faim. Et on s'est perdu dans les bois. Oh, pauvres enfants, vous avez l'air fatigués et affamés. Entrez, grand-mère va vous donner à manger. Grand-mère va prendre soin de vous. Elle les prit par la main et les entraîna à l'intérieur. La grand-mère fit alors apparaître une tablée remplie de nourriture. Waouh! À manger. Les deux enfants firent un véritable festin. Vous devez être fatigués, les enfants. Pourquoi ne pas faire une sieste? Un lit douillet apparut. Merci, grand-mère. Mais il se fait tard maintenant. Nous devons rentrer chez nous. Notre belle-mère doit être à notre recherche. Oui, grand-mère. On doit y aller. Au revoir et merci beaucoup pour votre aide. Hansel et Gretel allaient ouvrir la porte quand la grand-mère jeta un sort et la porte se verrouilla. Oh! La
La grand-mère se transforma en une sorcière effrayante. La sorcière lança un nouveau sort et Hansel se retrouva enfermé dans une cage. Laissez-moi! Laissez-moi! Hansel! Hansel! Allez, petit bonhomme. Grossis bien. Je vais bientôt faire de toi mon repas. Et toi, petite feignante, viens ici et fais le ménage. La sorcière avait une mauvaise vue et elle fit de Gretel sa servante. La sorcière se mit à nourrir Hansel autant que possible pour qu'il grossisse encore plus. Pendant ce temps, la belle-mère était retournée à la maison et avait eu le choc d'y trouver son mari finalement de retour. Où étais-tu passé? Et où sont les enfants? Explique-moi ce qui s'est passé. Et dis-moi où sont les enfants. La belle-mère se sentit alors honteuse de ses mauvaises actions et dit à son mari combien elle avait été cruelle. Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Tu ne mérites pas d'être leur mère. Je suis désolée pour les enfants, mais il n'est pas trop tard. On va aller dans la forêt pour les chercher. D'accord. Viens avec moi. Ils partirent tous les deux pour la forêt à la recherche des enfants. Tous les jours, la sorcière allait voir Hansel dans sa cage. Montre-moi tes doigts, Hansel. Laisse-moi les sentir et voir comme tu es devenu bien gros. Hansel était très intelligent. Il lui faisait tâter des petits os de poulet au lieu de ses propres doigts. Oh, Hansel, pourquoi ne grossis-tu donc pas, petit imbécile? Je vais te faire manger encore un peu plus. Je vais aller manger ce petit idiot. Je ne peux plus attendre. Je suis morte de faim. Gretel entendit ces paroles et fut soudain terrifiée. Oh mon Dieu! S'il te plaît, sauve mon frère! Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser ça arriver. La sorcière ne pouvant attendre plus longtemps, elle commença à faire bouillir une énorme marmite d'eau pour la soupe. Gretel comprit alors qu'elle s'apprêtait à manger Hansel. Viens ici, petite fille. Aide-moi à allumer le feu. Mais je ne sais pas comment faire ça. Je vais le faire moi-même. La sorcière commença à allumer la cheminée. Elle mit du bois à brûler et de grandes flammes jaillirent. À la vue de ces flammes brillantes, Gretel réfléchit à une idée pour sauver son frère. C'est notre dernière chance de nous enfuir. Je dois essayer. Elle courut dans le dos de la sorcière et la poussa très fort en avant. La sorcière tomba dans le feu et Gretel referma la porte en fer. La sorcière brûla dans les flammes. Vilaine sorcière! Tu ne peux plus manger mon frère maintenant. Gretel aperçut sa baguette magique non loin. Elle s'en saisit et libéra Hansel. Oh, Gretel! Hansel! Ils se rendirent alors dans la chambre de la sorcière et trouvèrent de nombreux coffrets verrouillés, pleins de statues et d'objets magiques étalés devant leurs yeux. Oh, Gretel, donne-moi la baguette. Je vais ouvrir ça. Gretel lui tendit la baguette. Il s'attaqua au coffre à trésors un par un. Les perles, les pierres, l'or. Emportons tout ça à la maison. Attends, que sont ces statues bizarres? On dirait des enfants. Hansel donna un tour de baguette autour des statues. À leur grande surprise, les statues se transformèrent en enfants. Ah, merci les amis. Vous avez fait preuve d'un véritable courage. De rien. Mais avant d'avoir de nouveaux problèmes, sortons de cette forêt. Ils sortirent tous de la maison en courant. Mais mon frère, nous ne savons pas par où aller. Je ne pourrai pas marcher très longtemps. Qui a parlé de marcher? Hansel agita la baguette magique sur des balais qui se mirent à flotter dans les airs. Ouais, on peut voler, on peut voler. Les enfants s'assirent sur les balais et s'envolèrent jusqu'au-dessus des nuages. Soudain, ils entendirent des voix familières. Hansel! Oh, Hansel! Oh, Gretel!
Les deux enfants coururent vers les parents dès l'atterrissage. Papa, maman, on est de retour. Papa, maman. Je suis si heureux de vous revoir, mes enfants. Je vous ai cherché pendant tellement longtemps. Où est-ce que vous étiez? Oh, Hansel et Gretel, je suis désolée de ce que j'ai fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça va aller. Je suppose que c'était l'aide du ciel pour nous sortir de la pauvreté. Quoi? Mais je n'ai pas compris. Les enfants montrèrent leurs trésors à leurs parents. Ils leur racontèrent leur histoire. Tout le monde était heureux et ils rentrèrent à la maison. Ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un petit garçon, Jack, qui vivait avec sa mère dans une petite maison non loin du village. Il ne possédait rien et ne pouvait pas gagner d'argent. Ils avaient déjà tout vendu pour pouvoir s'acheter une maison. La seule chose qu'il leur restait était une vache qui leur donnait un peu de lait. Ils étaient si pauvres que souvent Jack et sa mère allaient se coucher sans même avoir pu dîner. Jack faisait la traite de la vache tous les matins. Mais pour donner du lait, la vache devait être nourrie de fourrage. Or, il n'avait pas d'argent pour en acheter. Alors, la mère de Jack eut une idée. Elle lui demanda de partir vendre leur unique vache. « D'accord, maman. » Jack se rendit au marché pour vendre la vache. Et sur le chemin, il rencontra un homme à l'allure étrange. « Bonjour, Jack. »« Bonjour. » Où emmènes-tu cette vache, mon garçon? Je vais au marché pour vendre cette vache. Oh, mon enfant, tu n'as plus besoin de marcher si loin pour cela. Donne-moi ta vache, je te la prends. Ah, et qu'est-ce que vous me donnerez en échange de ma vache? J'ai une offre spéciale à te proposer. Tu m'as l'air d'un bon garçon. Et qu'est-ce donc? Je vais te donner des haricots magiques. Jack se montra très embarrassé. Ces haricots ne ressemblent pas à des haricots normaux. Les haricots avaient en effet une apparence extrêmement étrange. Ils étaient énormes. En fait, ils étaient encore plus gros que des haricots classiques. Je ne veux pas de ces haricots. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ce ne sont pas des haricots normaux, mon garçon. Ils sont magiques. Magiques? Vraiment? Et comment fonctionnent-ils? Ils ont de tels pouvoirs magiques que si tu les plantes ce soir, ils auront poussé jusqu'au ciel dès demain matin. Jack fut convaincu. Il échangea la vache contre les haricots parce qu'ils étaient magiques. Maintenant que tu as accepté l'échange, ils sont à toi et la vache m'appartient. Jack était très excité à l'idée de les montrer à sa mère. En arrivant à la maison, Jack sourit et mit la main dans sa poche. « Regarde tous mes haricots, maman! Ils sont magiques! » « Quoi? As-tu vendu notre vache pour le prix de ces haricots étranges? » « Eh bien oui, bien sûr, maman! Tu as vendu la vache pour des haricots? Es-tu stupide, Jack? » La mère devint furieuse et jeta les haricots par la fenêtre. Il est vraiment fou, cet enfant! Jack était très triste. Il monta en courant dans sa petite chambre dans le grenier et se mit à réfléchir tout haut. Comment ai-je pu me faire avoir comme ça? J'ai vendu la vache contre des haricots! Il pleura dans son lit et s'endormit sans avoir mangé son dîner. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, Jack se réveilla et regarda par la fenêtre. À sa grande surprise, il vit une tige d'haricots si longue qu'elle touchait le ciel. Oh mon Dieu! Ces haricots étaient vraiment magiques! Il décida d'escalader le haricot géant. Le haricot géant montait encore et encore plus haut, jusqu'à toucher le ciel. Le petit Jack grimpa encore et encore,
jusqu'à ce qu'il pût apercevoir les nuages qui flottaient dans les airs. C'est génial! Et tout paraît si petit vu d'en haut. En grimpant encore un peu plus haut, il atteignit une grande porte dorée qui brillait et reflétait les rayons du soleil. Wow. Il avança un peu et la porte s'ouvrit. C'était un véritable royaume dans le ciel. C'était magique. Jack fut vraiment surpris par la beauté de ce royaume. Alors qu'il entrait dans le royaume, il vit un effrayant géant endormi sur une chaise. Jack se sentait affamé après avoir escaladé la tige du haricot géant. Alors, il entra doucement à l'intérieur et se dirigea vers la cuisine. Il y avait des fruits et du lait. Alors qu'il s'approchait pour les attraper, il entendit un bruit très fort. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Jack était terrifié. Il courut pour aller se cacher dans un petit trou. Fille, faille, faux, femme. Je peux sentir l'odeur d'un petit homme. Qu'il soit mort ou vivant, je vais le trouver et le manger. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine. Délicieux. Comme le géant ne trouva pas de petit être humain, il mangea la nourriture qu'il avait laissée sur la table. Il sortit ensuite de sa poche des sacs remplis de pièces d'or. Il les compta et les déposa sur un coin de la table. Ensuite, il alla se coucher. Jack sortit prudemment de sa cachette et décida de s'emparer des sacs de pièces d'or en pensant que grâce à cela, sa mère ne serait plus en colère contre lui. Ah! C'est vraiment très lourd! Je devrais vite emporter ça et m'échapper d'ici. Il glissa le long de la tige du haricot géant avec le sac d'or. Il arriva chez lui et donna les pièces à sa mère. Un sac avec des pièces d'or? Ah! Où as-tu trouvé cela? Jack raconta toute l'histoire à sa mère. Sa mère sembla très contente d'avoir maintenant de l'or et contente aussi que son fils fût vivant et de retour à la maison sain et sauf. Quelques jours plus tard, Jack escalada le haricot géant à nouveau. Il grimpa et atteignit la maison du géant. Une fois de plus, Jack vit le géant endormi. Cette fois, il était même en train de ronfler. Le bruit du ronflement était si fort que Jack dut aller se mettre à l'abri pour épargner ses oreilles. Le géant se réveilla. Jack, terrifié, se rua sous le lit pour se cacher. Fille, faille, faux, femme. Je peux sentir l'odeur d'un petit homme. Qu'il soit mort ou vivant, je le trouverai et je le mangerai. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine. Délicieux. Mais il n'y a pas de petit garçon ici. Le géant ne trouva personne. Il prit une poule et se mit à hurler. Pond un œuf en or, maintenant. La poule pondit un œuf entièrement recouvert d'or. Le géant le prit pour le mettre dans le panier et partit se coucher. En s'avançant un peu, Jack se dit que la voie était libre. Il prit la poule et s'enfuit immédiatement en redescendant allègrement le long du haricot géant. En rentrant à la maison, il raconta toute l'histoire à sa mère. « Regarde, maman, j'ai ramené une poule cette fois-ci. Elle pond des œufs en or. Regarde comment ça marche. Pond un œuf en or, maintenant. » La mère de Jack était très contente de lui. Une troisième fois, Jack escalada le haricot géant et alla dans le royaume du géant. Cette fois, il vit que le géant jouait des chansons magnifiques sur une superbe harpe.
Il se cacha alors sous la table. Fille, faille, faux, femme. Je peux sentir l'odeur d'un petit homme, qu'il soit mort ou vivant. Je vais le trouver et je vais le manger. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine. Délicieux. Aujourd'hui, je trouverai ce petit homme quoi qu'il arrive. Il chercha vraiment partout, mais ne put le trouver. Il se sentit soudain très fatigué et alla se coucher. C'est alors que Jack s'empara de la harpe et s'apprêta à partir. Mais tout à coup, la harpe magique se mit à pleurer. Au secours, maître, au secours! Un petit garçon est en train de me voler. Il va m'emmener loin de vous. Le géant se réveilla en sursaut et surprit Jack avec la harpe. Furieux, il se lança à sa poursuite. C'est donc toi qui as volé ma poule et mes sacs d'or. Je vais te punir pour cela. Mais Jack fut le plus rapide. Il sortit du royaume pour aller glisser le long de la tige du haricot géant aussi vite que possible. Le géant, réalisant qu'il s'était fait avoir, le suivit jusqu'en bas. Jack glissa, glissa, glissa et descendit du haricot géant et alla chercher une hache dans sa maison. Il se mit à frapper fort avec sa hache pour couper la tige du haricot géant. La tige se brisa enfin, le géant dégringola jusqu'au sol, tandis que le haricot s'effondrait lui aussi. La mère de Jack assista à la scène et soudain paniqua. Elle réalisa que tout cela était de sa faute, car elle n'avait jamais empêché Jack de voler des choses qui ne lui appartenaient pas. Jack était devenu gourmand et envieux, et il pourrait gâcher sa vie à cause de toute cette histoire. Elle alla alors voir Jack pour lui parler. « Jack, désolée de t'avoir laissé voler des choses. J'aurais dû mieux m'occuper de toi. Que se serait-il passé si le géant t'avait attrapé? Tu ne serais plus à mes côtés sûrement à l'heure qu'il est. » Maman, j'ai appris une belle leçon aujourd'hui. Maintenant, eh bien, je travaillerai dur pour gagner de l'argent. Jack et sa mère devinrent alors très riches et vivèrent heureux pour toujours. La dernière feuille. Il y a très très longtemps, la ville de Florence dut faire face à une grande crise. La rue des Arts avait perdu la foi en son art. Les peintres et les artistes qui autrefois avaient animé l'esprit de ce quartier détournaient désormais leur tête des tubes de couleurs. La raison à cela était la pauvreté. Tout le monde adorait l'art. Mais les artistes et les peintres étaient trop peu payés. Lentement, les rues perdirent leur éclat. Les parents retirèrent les couleurs des mains de leurs enfants. Les peintres commencèrent à prendre des emplois classiques dans le voisinage pour pouvoir gagner leur vie. En ces temps si difficiles, seule une poignée d'artistes eurent le courage de continuer la pratique de l'art qu'ils adoraient. Deux de ces artistes étaient Sue et John C. Sue et John C. n'étaient pas seulement de grands peintres. Elles étaient aussi meilleures amies. Elles réalisaient des peintures qu'elles vendaient à des magazines. Elles ne gagnaient pas beaucoup, mais étaient heureuses de pouvoir exercer leur passion. Des deux amies, Sue était une forte tête et une femme pratique. Elle travaillait dur et faisait face à tous les problèmes avec grâce. Au contraire, John C. était toujours angoissé pour l'avenir. Sue et John C. avaient un voisin qui s'appelait Monsieur Berman. Aujourd'hui, Monsieur Berman était un vieux monsieur, mais il était plein de vie. Il peignait tout ce qu'il voyait. Les bancs au bord de la route, les marches de son immeuble et même les arbres. Il était l'un de ces rares peintres qui essayaient de garder vivant l'esprit artistique du quartier. En tant que peintre, Monsieur Berman aidait souvent Sue pour son travail. Et ici, si tu rajoutes juste une ombre derrière cet objet, ça aura l'air presque réel. Oh!
Monsieur Berman, quel artiste talentueux vous êtes! Vous devriez mettre en vente toutes vos toiles. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ferais de tout cet argent? Je vis seul et j'ai peu de dépenses. Les gens de cette ville devraient comprendre qu'on ne fait pas toujours tout pour de l'argent. Il ne faut pas arrêter de faire ce qu'on aime pour de vrai. Tout se passait bien, jusqu'à un jour. John-C tomba gravement malade. Malgré tous les traitements du médecin, John-C ne guérissait pas. Elle va se rétablir, n'est-ce pas? Eh bien, je lui ai prescrit des médicaments. Mais, Sue, il te faut la convaincre de rester positive. La plupart de nos problèmes et de nos maladies ne partent pas à cause de nos pensées négatives. Elle ne guérira que si elle souhaite vraiment guérir. Sue fit tout son possible pour que John-C soit heureuse. Elle lui cuisina ses plats préférés, lui raconta des blagues et ramena des fleurs pour égayer sa chambre. Mais rien n'y faisait. Je ne crois pas que je vais aller un jour mieux, Sue. Je me sens vraiment mal que tu dois faire tout le travail et que moi, je dois rester allongée tout le temps. John-C, tu es mon ami. Je ferai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Bonjour les filles. Je ne vous dérange pas au moins. Oh, bonjour, Monsieur Berman. Alors, comment va notre petite John-C? Pas facile. Oh, John-C, tu vas aller mieux, garde la foi. Je ne me sens pas très bien, Monsieur Berman. Ça me fatigue de me sentir faible. Oh, mon enfant, la faiblesse, c'est dans ta tête. Oui, Sue m'a raconté ce que vous lui avez dit. Écoute, si on veut, alors tu peux. Ou un truc comme ça. C'est quand on veut, alors on peut. Je suis d'accord. Dites-nous, Monsieur Berman, qu'est-ce que vous peignez exactement en ce moment? Oh, je peins sur le thème de mon rêve perdu. J'ai fait une peinture de cette rue dans laquelle nous vivons. J'essaye de montrer ce qui se passe quand les peintres et artistes sont dehors dans la rue et qu'ils font ce qu'ils préfèrent dans la vie, de la peinture. C'est un rêve impossible à réaliser. Cela n'arrivera jamais. Eh bien, c'est ça qui est beau. Vous pouvez rêver de tout ce que vous aimez. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'essaierez jamais de rendre les choses réelles. Je suis certain que mon art sauvera des vies un jour. En tout cas, je veux trouver un moyen de le faire. L'art est vraiment très puissant, mon enfant. Une œuvre d'art très puissante peut parfois faire ce que les médecins n'arrivent pas à faire. Tout ce qu'un artiste a à faire, c'est rester positif et garder la foi. Allez, John-C, ne sois pas si triste, enfin. Qu'est-ce que tu regardes, John-C? Le lierre grimpant qui pousse sur ce mur. C'est la seule chose qui me rend un peu heureuse. C'est bien alors, non? Oui, oui, mais la plante aussi me laisse tomber, vous savez. Quand je l'ai vue la première fois, elle avait 10 feuilles et maintenant plus que 7. Je perdrai tout espoir quand la dernière feuille sera tombée. Oh! Mais c'est terrible de dire ça, John-C. Ne lui crie pas dessus, Sue. Quand quelqu'un est déjà triste, lui crier dessus lui fait encore plus de mal. Et John-C est malade. On ne sait pas ce qu'elle ressent vraiment en ce moment. Ah, vous avez raison, Monsieur Berman. Je suis désolée, John-C. John-C n'était pas fâchée. Elle se sentait coupable vis-à-vis de son ami. Quelques jours passèrent encore et la santé de John-C empira. Le médecin ne pouvait rien pour elle, car elle avait arrêté de prendre ses médicaments. Sue demandait sans cesse au médecin un autre type de traitement, mais il répondait toujours « Il faut qu'elle soit plus forte dans sa tête. » Ah! Une fois, quand Sue entra dans son immeuble, elle croisa Monsieur Berman. Il était trempé. « Monsieur Berman, est-ce que ça va?
Que s'est-il passé? Ce n'est rien, mon enfant. Je vieillis, voilà tout. J'ai peint les bancs du parc aujourd'hui. Tu sais, ceux qui sont sous le toit. Attendez, vous êtes en train de parler des bancs sous le toit dans le parc? Mais enfin, il y en a au moins 20 comme ça. Vous les avez tous peints? En un seul jour? Mais c'est beaucoup trop de travail. Et comment vous êtes-vous retrouvés tout mouillés? Ils sont tous abrités sous le toit. Oh, eh bien, j'ai oublié d'apporter mon parapluie pour le chemin. Comme j'ai dit, je me fais vieux, c'est tout. Oh, Monsieur Berman, vous savez, tout le monde tombe malade en ce moment. Vous devez prendre soin de vous. Vous avez de la fièvre? Vous n'avez pas bonne mine. Je dois vous appeler un médecin? Oh là là! Tu poses trop de questions, mon enfant. Quand je peins, je suis l'homme le plus heureux du monde. Rien ne peut m'atteindre ou me faire du mal. L'art, c'est toute ma vie. Raconte-moi, comment va John-C? Ah, pas génial du tout. Vous vous souvenez du lierre dont elle a parlé? Il ne lui reste que 4 feuilles. Elle n'arrête pas de fixer cette plante. J'espère que la dernière feuille ne tombera pas, Monsieur Berman. Vraiment, John-C va perdre tout espoir sinon. Non, on ne peut pas laisser ça arriver. Il pleut des cordes aujourd'hui, dis donc. Je suis sûre que le vent va emporter toutes les feuilles. Comment quelqu'un peut empêcher la dernière feuille de tomber de sa branche, vous savez ou pas? Eh bien, Sue, quand on veut, alors on peut. Là, tout de suite, je ne veux pas, donc je ne peux pas. Je vais aller voir John-C. Monsieur Berman, s'il vous plaît, allez voir un médecin, d'accord? Très bien, mon enfant. Passe le bonjour à John-C pour moi. Cette nuit-là, un orage frappa la ville. Tout le monde dans la rue des Arts ferma ses fenêtres et s'enferma à l'intérieur. Mais John-C voulut que Sue ouvre la fenêtre. Elle voulait voir si la dernière feuille était tombée. Mais Sue refusa. La santé de John-C pouvait s'aggraver si elle ouvrait la fenêtre et laissait entrer le vent violent. John-C acquiesça. Mais elle ne se doutait pas que Sue était elle aussi inquiète à propos de la dernière feuille. Le lendemain matin, le soleil était revenu. L'orage était passé. Sue savait qu'il lui fallait maintenant ouvrir la fenêtre. Combien de temps pouvait-elle encore la tenir fermée? Elle ferma les yeux en ouvrant les rideaux. Quelle surprise! Oh! John-C! La dernière feuille est encore là! Quoi? Mais c'est impossible! Comment elle peut encore tenir? C'est la volonté de la feuille, John-C! Tout juste comme Monsieur Berman l'a dit. Tu as raison. Oh, Sue, donne-moi mes médicaments. Si une feuille minuscule peut braver un orage, pourquoi pas moi aussi? Je vais trouver le moyen de guérir. Oh, John-C, je vais te chercher tout ce que tu voudras. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? L'art est très important, mon enfant. Une œuvre d'art puissante peut parfois faire tout ce que les médecins ne peuvent pas faire. Je sais ce que je veux. Apporte-moi une toile, des pinceaux et des couleurs. Le bonheur de Sue était sans limite. Elle se dépêcha de ramener toutes les peintures de couleurs qu'elle avait. Elle installa la toile sur le lit de John-C. Sue était heureuse de retrouver son amie. Du temps passa et John-C guérit complètement. Le médecin comme Sue furent très surpris. Elle ne parla plus jamais de combien elle s'était sentie faible ou de ce qu'elle ne pouvait plus faire dans la vie. En fait, elle parlait avec Sue de ses nouveaux rêves. Je veux peindre le London Bridge. Ah! Je suis sûre que tu le feras un jour. Où est Monsieur Berman, Sue? Je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. Ah, je suis contente que tu le demandes, John-C. Je voulais te le dire seulement une fois que tu serais guéri. Monsieur Berman n'allait pas bien. Son grand âge l'a rattrapé. Tu te souviens de cette nuit d'orage?
Il est tombé gravement malade le matin même. Quoi? Et il est allé voir le docteur, n'est-ce pas? C'était le truc avec Monsieur Berman. Je me souviens qu'il disait que quand il peignait, rien ne pouvait l'atteindre. Que veux-tu dire? Regarde la dernière feuille sur le mur, John-C. Elle est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un pouce. C'est parce qu'il l'a peinte cette nuit-là. C'est vraiment un peintre extraordinaire. Il a commencé à trembler le matin en question et on l'a fait transporter à l'hôpital. Je l'ai vu hier. Il était si content. Il s'est apaisé quand je lui ai dit que tu étais guéri. Je lui ai dit que la dernière feuille du lierre grimpant t'avait donné de la force. Et il est mort, John-C. Non! Oh non! Mais John-C, tu l'as aidé à réaliser son rêve! N'avait-il pas dit un jour que son art sauverait des vies? Regarde cette dernière feuille. C'est son œuvre et elle t'a sauvé la vie. Non, Sue. Ce n'est pas juste de l'art. C'est un chef-d'œuvre et je vais réaliser son rêve aussi. Très vite, l'histoire de la dernière feuille et de Monsieur Berman se répandit en ville. Les peintres, les poètes, les danseurs, les chanteurs, tous les artistes retrouvèrent l'inspiration. Ils se rassemblèrent sous le lierre grimpant et firent la promesse de ramener l'art dans la rue des Arts. Et c'est ce qu'il arriva. Le quartier retrouva la vie d'avant. Il y avait des peintures sur tous les murs et sur des gens aussi. John-C et Sue réunirent leurs économies et commencèrent à enseigner la peinture dans une classe qui prit le nom de cours Berman. Les parents envoyaient leurs enfants apprendre l'esprit de la vie là-bas. Tout le monde se remit à peindre. Ils ne mirent pas fin à leurs autres emplois, mais reprirent du plaisir à travailler maintenant qu'ils savaient qu'ils pouvaient continuer à peindre quand ils voulaient. Quant à John-C et Sue, eh bien, les gens de la rue des Arts furent soulagés d'avoir de la couleur à nouveau dans leur vie grâce à elle. Tout le monde réalisa combien l'art était important, et les gens décidèrent de faire don d'une partie de leur salaire au cours Berman. Très vite, le cours Berman grossit et devint l'Institut Berman. Ce qui est le plus intéressant, c'est que chaque enfant qui était élève à l'Institut Berman devait apprendre avant toute autre chose à peindre la dernière feuille. Parce que cette feuille était source d'un enseignement très important pour tous. Quand on veut, on peut toujours. L'arbre au grand cœur. C'est une histoire qui parle d'amitié et d'un amour inconditionnel pour la nature. Dans une forêt, aux abords de la ville, il y avait un arbre bien grand et bien vert. Il avait de longues branches épaisses. Ses innombrables feuilles vertes éclatantes flottaient au vent avec grâce. Les oiseaux venaient de très loin pour s'asseoir sur ses branches et siffloter leurs chansons. C'était un bel arbre bien heureux. L'arbre avait une complicité très spéciale avec un petit garçon d'une ville voisine. Le petit garçon venait tous les jours jouer avec l'arbre après l'école. Il mangeait des pommes de l'arbre et jouait à cache-cache avec lui. Ils discutaient pendant des heures. Le petit garçon partageait tout avec l'arbre. Ses idées, ses projets d'avenir, ses pensées et tout ce qu'il se passait à l'école. L'arbre écoutait l'enfant avec attention et riait avec lui. Ils comprenaient tous deux les rêves de chacun et leur complicité était de plus en plus forte. Ils rassemblaient les feuilles pour en faire une couronne et faisaient semblant d'être le roi. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches. L'eau est tellement propre et si étincelante. Oui, c'est vrai. Tu as de la chance. Tu as la meilleure vue. L'eau étincelante, le soleil couchant, la petite brise. Pas étonnant que tu sois si heureux. Je pourrais vivre ici pour toujours. L'eau, le soleil et la brise seront toujours présents. Je suis content de pouvoir le partager avec toi. L'arbre, tu es le meilleur, je t'adore. Et je t'adore aussi. Ils discutaient avec l'arbre pendant des heures.
Après avoir joué et bavardé, le petit garçon, fatigué, s'endormait à l'ombre. Le temps passa et le petit garçon grandit et se fit de nouveaux amis. Il finit par être occupé et passer moins de temps avec l'arbre. L'arbre chérissait chacun des petits moments passés avec le garçon. Ne détestes-tu pas quand le soleil se couche? Ou quand tu perds tes feuilles en hiver? Je deviens triste, oui. Mais je sais que le soleil sera de retour le lendemain et les feuilles repousseront au printemps. J'aime bien les attendre d'ailleurs. Tu as raison. Mais le coucher du soleil est aussi tellement beau. Tu as de la chance, l'arbre. Tu as une vue magnifique. Je pourrais vivre ici pour toujours. Pour la chance, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le soleil est toujours là. Je l'aime le plus quand je le vois avec toi. Tu pourrais vivre ici pour toujours. Je sais que ça te plairait. Ce n'est pas si facile. Tu n'as pas de responsabilité. Je dois travailler et devenir quelqu'un. Je dois construire mon avenir. Je veux être heureux dans la vie. N'es-tu pas heureux maintenant? Bien sûr, mais j'en veux plus. Et petit à petit, le garçon arrêta de rendre visite à l'arbre. L'arbre se retrouva souvent seul, à attendre le garçon. Et un jour, le garçon rendit visite à l'arbre. L'arbre fut heureux de le voir. Son cœur battait à chaque pas que le garçon faisait vers lui. Se redressant, l'arbre appela le garçon. Viens, mon ami. Viens grimper sur mon tronc et te balancer à mes branches. Mange mes pommes et sois heureux. Je suis trop grand pour grimper au tronc et me balancer à tes branches. Regarde le coucher du soleil. Tu as toujours aimé le regarder. Je suis occupé maintenant. Je veux acheter des choses. Je veux voir le monde. Pourquoi as-tu l'air triste? L'arbre, je veux de l'argent. Dans le vrai monde, on a besoin d'argent pour être heureux. L'arbre ne voulait pas voir le jeune garçon triste. Prends mes pommes, mon garçon, et vends-les sur le marché. Comme ça, tu auras de l'argent. Je suis désolé. Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais seulement des feuilles et des pommes. Vraiment, l'arbre? Je peux faire ça? Cela te rendra-t-il heureux? Oh oui! Merci, l'arbre! Tu es le meilleur! Alors le garçon grimpa à l'arbre, cueillit toutes les pommes de l'arbre et les emporta pour les vendre au marché. L'arbre était content d'avoir pu aider le garçon. Mais le garçon ne revint pas pendant un long moment. Et l'arbre devint triste. Les années passèrent. Les oiseaux arrivèrent, sifflèrent leurs chansons et repartirent. Et l'arbre attendit, se tenant droit et haut avec ses longues branches. Au bord de la falaise, il attendait que le garçon revienne. Et un jour, le garçon réapparut. L'arbre se secoua de joie. Viens, mon garçon. Grimpe le long de mon tronc. Balance-toi à mes branches et sois heureux. Je n'ai pas le temps de grimper aux arbres. Je suis trop occupé. Je suis marié maintenant. L'arbre, j'ai une femme et des enfants. Tu as vraiment grandi, dis donc. Mais pourquoi n'as-tu pas l'air heureux? C'est pourtant ce que tu voulais. Je suis inquiet, l'arbre. Je serais heureux de pouvoir construire une maison pour ma famille. Je veux qu'il soit au chaud et en sécurité. Je n'ai pas de maison à te donner. La forêt est ma maison. Mais ici, j'ai des branches. Tu peux couper mes branches et bâtir une maison avec. Et tu pourras être heureux. Merci, l'arbre. Le garçon grimpa à l'arbre et coupa toutes les branches pour les emporter. L'arbre fut content d'avoir pu aider le garçon. Mais le garçon ne revint pas pendant un long moment. Et l'arbre redevint triste. Les années passèrent, mais le garçon ne revint pas rendre visite à l'arbre. L'arbre ne pouvait plus parler aux oiseaux, car ceux-ci n'avaient pas d'autre choix que lui tourner autour et repartir. Il n'y avait plus de branches pour les faire asseoir et chanter leurs chansons. À terre, l'arbre demandait toujours aux oiseaux des nouvelles du garçon, mais personne ne l'avait vu. L'arbre devint solitaire. L'arbre se tenait là, au bord de la falaise, essayant d'apercevoir au loin le garçon. Il vit la ville changer. L'arbre pouvait voir les pâturages au loin être rasés et remplacés par des routes et des immeubles. Il vit les arbres se faire couper et déraciner,
tandis que des tours furent construites sur des terrains verts. Plus de gens arrivèrent encore pour couper la forêt et construire leurs maisons. La forêt était en train de perdre toute sa verdure. L'arbre fut triste de voir sa maison ainsi détruite. Mais que pouvait-il faire? Il n'était qu'un tronc. L'arbre était vraiment très seul maintenant. Pourtant, il continua d'attendre sans relâche le jeune garçon. Et un jour, le garçon rendit visite à l'arbre. Il était maintenant devenu un jeune adulte. L'arbre était si content de revoir le garçon qu'il pouvait à peine parler. Mais le garçon avait l'air très triste. Le garçon s'assit, s'adossa à l'arbre et se mit à pleurer. Cela brisa le cœur de l'arbre de le voir ainsi pleurer. L'arbre n'avait plus de branches pour pouvoir lui tapoter l'épaule. Il n'avait plus de pommes pour le consoler. Il ne pouvait lui donner que son tronc pour le soutenir. Que se passe-t-il, mon garçon? Pourquoi es-tu si triste? Ma femme m'a quitté, et mes enfants ne se soucient plus de moi. Je ne veux pas vivre dans un endroit où personne ne m'aime. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est partir loin d'ici. Je ne veux plus vivre ici. Tu es toujours en train de courir après le bonheur, mon garçon. Tu devrais plutôt rester ici et laisser le bonheur venir à toi. Il n'y a pas de bonheur ici. Si seulement je pouvais construire un bateau et voguer sur les eaux étincelantes, m'allonger sur le bateau et prendre un bon bain de soleil. Seras-tu alors enfin heureux? Oui, je serai en paix et heureux. Eh bien, coupe mon tronc et construis ton bateau. Alors tu pourras partir en mer. Vraiment? L'arbre, merci, tu es le meilleur. Le garçon prit ses outils et coupa le tronc de l'arbre. Il construit un bateau avec. Il eut l'air content et soulagé. L'arbre était content d'aider le garçon. Il le regarda construire le bateau et le regarda partir en mer. Il y avait le soleil, la brise, les eaux étincelantes et le garçon sur son bateau. Pourtant, l'arbre ne se sentit plus du tout chanceux. Il était triste de voir partir le garçon au loin, tout comme le soleil couchant dont il avait parlé autrefois. L'arbre n'était maintenant plus qu'une souche au bord d'une falaise. Les années passèrent et l'arbre devint encore plus solitaire. Il ne pouvait même plus voir les immeubles ni les collines au loin. Il ne pouvait plus se tenir haut pour voir sa propre maison ni les gens. Parce qu'il était devenu un vulgaire bout de bois enfoncé dans le sol. Les oiseaux lui manquaient. Regarder les verts pâturages lui manquait aussi. Le confort de sa maison lui manquait. Mais plus que tout, le garçon lui manquait. Et un jour, le garçon revint voir l'arbre. La ville n'était plus la même. Il y avait des immeubles construits par la main de l'homme à la place de l'œuvre de Mère Nature. La forêt avait été coupée et les verts pâturages avaient disparu. Le garçon était maintenant un vieil homme. Il lui était difficile de respirer. Il était courbé et marchait avec une canne. Il se demandait s'il arriverait à retrouver l'arbre. La ville est en train de manger la forêt. J'espère que je vais retrouver mon vieil ami. Et il le trouva. Il était exactement là où il l'avait laissé. Mais c'était une souche qui l'attendait. Tu es revenu. Je t'ai vraiment attendu très longtemps. Ah. Oui, l'arbre. C'est tellement bon de te voir. J'ai vogué jusqu'à une nouvelle ville. J'y ai vécu plusieurs années. Ta respiration est lourde. Oui, c'est difficile de bien respirer avec cette pollution. Je suis vraiment désolé, mon garçon. Je n'ai plus rien à t'offrir. Je n'ai plus de pommes. Mes dents seraient trop faibles pour manger des pommes. Je n'ai plus de branches. Tu ne peux plus te balancer. Je suis trop vieux pour me balancer sur tes branches. Mon tronc n'existe plus. Tu ne peux plus y grimper. Oh, je suis trop vieux pour grimper. J'ai mal au dos. L'arbre soupire. Oh. Je suis désolé. J'aurais voulu te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je suis juste une vieille souche. La forêt est en train de disparaître. Le béton ne peut pas fournir un air propre pour respirer, alors que les arbres, oui.
Les immeubles ne peuvent pas fournir ce type de confort non plus. À quel point les hommes peuvent-ils donc être avides? Les villes polluent l'air frais. Les gens ne comprennent-ils donc pas l'importance de la nature? L'arbre ne répondit rien. Il n'avait rien à dire. Ah, je suis vieux maintenant, et je suis toujours fatigué. Tout ce que je souhaite, c'est de l'air frais à respirer et un endroit pour m'asseoir. L'arbre se redressa autant que possible. Ah oui? Eh bien, regarde. Une vieille souche, c'est tout ce qu'il te faut. Viens, mon garçon. Approche. Assieds-toi et repose-toi. Le garçon s'assit sur l'arbre et prit une grande inspiration. Il regarda le soleil se coucher dans les eaux étincelantes. Il sentit la douce brise. Tu as de la chance, l'arbre. Tu as la meilleure vue. Le soleil, la brise et les eaux étincelantes. Alors, ils parlèrent de la vie et de comment le monde autour d'eux avait changé. Le garçon raconta son histoire à l'arbre et l'arbre se sentit heureux. Morale de l'histoire, la relation entre l'homme et la nature est éternelle. Nous devons respecter et préserver notre planète Terre. Rappelle-toi bien, les arbres ont besoin de l'homme et l'homme a besoin des arbres. Préserve les forêts, préserve la nature.